Stéphane Laroche, je suis le directeur général du Musée de la Civilisation et je suis d'autant plus heureux de vous accueillir que je le fais aussi à un autre titre, puisque je le fais comme membre du comité Art et Culture de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et qui organise cette activité en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir. Je serai bref. Moi, je suis là simplement pour agir à titre de maître de cérémonie, comme on dit, introduire nos différents invités et vous dire que, je devrais avoir j'allais dire débat. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un débat, mais en tout cas, des échanges intéressants sur ce thème-là. Mais d'entrée de jeu, je précise que, aussi intéressant que peut être ce sujet, nous allons devoir donc essayer de condenser en moins d'une heure les propos qui auraient pu faire l'objet d'un colloque de 2 jours. Ça, on aurait eu de la matière pour parler de tout ça, mais notre but, c'est surtout de sensibiliser, de renseigner sur les principaux sujets, d'ouvrir une porte aussi à la rencontre entre le milieu des affaires et le milieu de la culture, ce qui est le mandat du comité de la Chambre de commerce. Donc, nous devons terminer à 19h ce soir et nos conférenciers, par contre, demeureront sur place après puis pourront répondre à vos questions et à vos interrogations. Alors, sans plus tarder, je vais inviter nos 6 invités de ce soir et je vais les présenter un à un. Au fur et à mesure, je les invite à monter sur scène et à s'installer dans les fauteuils qui sont juste devant nous. Je commence par Dan Bro, pardon. Hey, bro. J'ai vu Evan Price, ça fait Dan Brown. Ça m'a tout mélangé, excusez-moi. Alors, Dan Bro est un artiste peintre qui aime beaucoup la nature, les grands espaces, et c'est ce qui meuble beaucoup son imaginaire. Il est né à Montréal, c'est donc un transfuge. Il est venu s'installer à Québec, il a choisi de s'installer à Québec, puisque cette ville nourrit justement son imaginaire. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections et dans de nombreuses collections de musées et dans de nombreuses collections privées. Alors, Dan Bro. Ensuite, Dan, si tu veux t'avancer, voilà, il s'en vient, voilà. Notre prochain invité est Jean-Philippe Joubert, qui est directeur général du Théâtre Jeunesse Les Gros Becs. Il a fait ses études en littérature et en danse. Moi, j'ai découvert ça ce soir. Je ne savais pas qu'il avait fait de la danse. Jean-Philippe, donc, a complété après sa formation au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Il est à l'origine de la fondation de la compagnie Théâtre Les Nuages en Pantalon, compagnie de création, où il en assume la direction artistique. Et depuis le printemps 2018, il agit également à titre de directeur général des Gros Becs, comme je viens de vous le mentionner. Et il coordonne en ce moment un assez gros projet qui s'appelle La Caserne, qui s'appelle toujours La Caserne, qui va sûrement changer de nom éventuellement. Alors, Jean-Philippe Joubert. Notre prochaine invitée, vous la connaissez tous, elle s'appelle Paul-André Cassidy. C'est une autrice, compositrice, interprète, sensible. J'insiste sur ce mot, puisque ça fait partie de sa personnalité. Après une formation en théâtre, elle est passée à la chanson. Elle a fait le Conservatoire d'art dramatique de Québec et différents stages de formation. Et elle tourne depuis 20 ans sans cesse au Québec, à l'étranger. Elle a notamment remporté le Grand Prix du disque de l'Académie Charles-Cros et le prix du Haut Conseil de la francophonie. Paul-André Cassidy. Evan Price. Il est copropriétaire et administrateur de l'Auberge Saint-Antoine, un hôtel membre de la prestigieuse association Relais Château. Ce sont nos voisins, ils sont juste de l'autre côté de la rue.
Et il y a une grande tradition chez les Price, une tradition de philanthropie, et donc Evan Price est un mécène engagé. Il est président du conseil du monastère des Augustines, il siège au conseil d'administration de la fondation Rideau Hall, il est membre du conseil consultatif du Royal 22e Régiment, il a été nommé Grand Québécois en 2017, Evan Price. Anne-Marie Jean est présidente directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec depuis bientôt 4 ans, puisqu'elle m'a succédé. Moi, ça va faire 4 ans dans une semaine que je suis directeur du Musée de la Civilisation. Donc, elle, ça va faire 4 ans dans un mois qu'elle est au Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle cumule près de 30 ans d'expérience dans le milieu culturel. Elle œuvre activement à promouvoir les arts et la culture dans la société comme vecteur de développement. Anne-Marie Jean. Et enfin, notre animateur, Brian Miles, du journal Le Devoir. Il en est le directeur depuis février 2016. Il a œuvré pendant 20 ans, près de 20 ans, au sein de ce quotidien à titre de journaliste. Il a enseigné le journalisme pendant plus de 15 ans à l'UQAM et il a aussi assumé la présidence de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec de 2009 à 2013. Brian Miles. Il me reste un devoir qui est un devoir agréable, donc c'est celui de présenter celle qui va prendre place au lutrin pour vous adresser la parole. Donc je viens de vous la présenter, je vais simplement dire que si j'ai mis mon nœud papillon ce soir, c'est parce que c'est jour de fête, le calque a 25 ans, donc on est là aussi pour célébrer ses 25 ans. C'est dans ce cadre-là que cette activité aussi se réalise. Donc Anne-Marie Jean va venir vous dire quelques mots sur l'importance, évidemment, de la culture et des arts dans la société. Madame Jean. Distingués invités, bonsoir. Je suis vraiment contente d'être ici pour échanger sur des questions qui nous tiennent à cœur. Merci à la Chambre de commerce et de l'industrie de Québec, au Musée de la Civilisation et au Devoir d'avoir rendu cette soirée possible. Depuis 25 ans, Stéphane l'a dit, le Conseil investit dans l'imaginaire, le talent et le dynamisme de celles et ceux qui forgent notre identité culturelle, la font rayonner ici et à l'étranger et offrent à la population une vie culturelle foisonnante. Une des préoccupations majeures du Conseil est de veiller sur l'écosystème artistique partout au Québec. L'équité, l'excellence et l'intégrité sont les valeurs qui guident nos actions dans une perspective de développement artistique durable et équitable. Les artistes qui travaillent et s'épanouissent dans leur région lui permettent de proposer une offre culturelle originale. Ils participent à affirmer l'identité du territoire et à construire son image de marque, ce qui a un effet positif sur les entreprises, les services et les commerces locaux, la création d'emplois et l'attrait touristique. En plus de tout ce qu'elle apporte d'intangible, la culture est un important levier économique. Au Québec, en 2017, le secteur culturel employait plus de 166 000 personnes et représentait 11 milliards de dollars, soit 2,8 du produit intérieur brut. Il devançait notamment les secteurs de l'agriculture, de l'hébergement, de la restauration et du sport, et oui, le hockey y compris. Cette contribution à l'économie justifie sans doute que les dépenses politiques en arts et lettres aient pratiquement doublé depuis 10 ans, passant de 9 à 17 $ par habitant. Parallèlement, l'aide accordée par le Conseil est passée de 80 à 129 millions de dollars cette année. Mais il ne faut jamais sous-estimer les répercussions des gestes simples et des investissements qui peuvent paraître modestes. À preuve, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un amuseur public qui illustre à merveille l'importance que peuvent avoir des artistes et des travailleurs culturels dans le développement de leur communauté. Michel Rousseau, qui nous a malheureusement quittés l'été dernier, a amorcé son parcours en offrant des numéros dans les rues de Québec, dans les rues du Vieux-Québec. Il a ensuite enseigné les rudiments de son métier aux jeunes qui s'y intéressaient et il a fondé en 1995 l'École de cirque de Québec et 3 ans plus tard, le Cirque Éos. En 2002, l'École de cirque a pris possession de l'église Saint-Esprit à Limoilou, un bâtiment désaffecté dont la reconversion a été saluée par 2 prix Mérite d'architecture.
Le quartier a donc repris vie avec les artistes professionnels qui participent aux activités de formation et font de la recherche, mais aussi avec les nombreux citoyens qui fréquentent l'école pour leurs loisirs et qui assistent à son festival. L'école emploie annuellement une vingtaine de personnes à temps complet et quelques 160 collaborateurs. Elle a entre autres permis aux jeunes compagnies de cirque les plus populaires de l'heure, Flip, Fabrique et Machines de cirque, de s'établir et de grandir à Québec. Je dois vous dire que j'ai eu le plaisir, je devrais dire la fierté, de les voir séduire le public du Festival d'Édimbourg cet été. Formidable. Je reviens à Michel Rousseau. Il fait partie des bâtisseurs de sa ville au même titre que certains chercheurs ou entrepreneurs. Son legs est immense, comme celui de Paul Vachon, cofondateur du Théâtre de l'Aubergine, qui a laissé sa marque au Festival d'été, au Carnaval de Québec, et qui a aussi contribué à la Fondation Dampiste, qui regroupe les artistes et les travailleurs du cirque. On trouve des exemples de pareils triomphes dans d'autres disciplines, mais je ne peux pas en dresser une liste exhaustive. Je vais vous en donner quelques exemples que vous connaissez déjà, mais qui, mis ensemble, nous font prendre la mesure de la force du milieu artistique de Québec. Fondée par Robert Lepage en 1994, Ex Machina se passe bien sûr de présentation. Avec des revenus autonomes annuels de 5 millions de dollars, elle emploie près de 200 personnes et contribue grandement à la vigueur du milieu théâtral. Elle a donné naissance au projet du Diamant, dont le développement, l'inauguration et l'installation de l'œuvre de Claudie Gagnon et de Ludovic Bonnet, qui illumine son entrée, ont été amplement médiatisées. La force du milieu théâtral de Québec est également attribuable à des institutions comme le Grand Théâtre de Québec, le Trident, la Bordée, le Périscope, Premier Acte et les Gros Becs pour le jeune public, mais aussi au travail d'artistes talentueux et passionnés comme Hélène Blanchard, Réal Sasseville et Judith Savard, fondateurs du Théâtre du Gros Mécano et du Théâtre des Confettis. Ouverte à tous, la Maison de la littérature est un magnifique lieu d'écriture, de création, de rencontres et d'animation. Elle organise le festival thématique Québec en toutes lettres, qui contribue avec originalité et au rayonnement de la littérature québécoise. Anne Hébert, Roger Lemelin, Marie-Claire Blais, Christine Brouillette, André Maillet, Jacques Poulain, Denise Desautels, Gilles Pellerin et Esther Croft font partie d'un impressionnant bassin d'écrivains qui se sont épanouis à Québec et qui l'ont immortalisé dans leurs œuvres. Le complexe Méduse rassemble les forces vives des artistes en art visuel. Ses équipements et son modèle coopératif inspirent plusieurs communautés à travers le monde. La Maison pour la danse, la Rotonde, permettent à la relève de se développer et au public de voir la fine pointe de l'art chorégraphique. Le Palais Montcalm, l'Orchestre symphonique de Québec et les Violons du Roi sont autant de joyaux de la scène musicale. Je ne peux pas passer sous silence Céline Dion, qui a été nommée cette année Compagne des arts et des lettres du Québec. Elle martèle très vocalement l'importance de la belle province, de notre belle capitale surtout, dans son parcours, et elle y a entraîné des milliers d'admirateurs. Dans un autre secteur, renommé internationalement pour la maturité de sa réflexion architecturale et de l'excellence de ses réalisations d'envergure, Pierre Thibault a laissé son empreinte sur de nombreuses institutions culturelles de Québec. L'homme d'affaires philanthrope Peter Simons a souligné le 400e anniversaire de sa ville en lui faisant don de la fontaine de Tourny. Ce chef-d'œuvre est devenu un point de ralliement qui rappelle à tous ceux qui passent que l'art, comme l'eau, est essentiel à la vie. Je manque de temps pour parler des musées ou encore des industries créatives qui contribuent à la santé et à la vitalité culturelle de Québec. Mais en terminant, je voudrais souligner que la communauté artistique de Québec a démontré sa solidarité et sa vitalité, notamment en ce qui concerne la formation et le soutien à la relève. Une relève qui va certainement contribuer à l'écosystème dynamique qui s'est développé à Québec, qui regroupe aujourd'hui une 60aine de compagnies professionnelles et plusieurs centaines d'artistes qui offrent à leurs concitoyens quelques 800 représentations annuellement, sans parler des expositions. C'est extrêmement stimulant, donc, pour le Conseil de travailler avec un réseau florissant de partenaires qui, comme nous et comme vous, estiment que les arts sont essentiels et bénéfiques tant aux citoyens qu'aux communautés. Je vous en remercie. Alors, merci beaucoup, Anne-Marie. Donc, encore une fois, bon anniversaire au Conseil des arts et des lettres du Québec. Je cède maintenant la parole à Brian Miles, donc du Devoir, qui va animer ce panel. Je ne peux pas passer sous silence, il va peut-être le faire lui-même, mais quand même, je trouve que c'est important. Dans cette période où est-ce qu'on
il y a ce qu'on peut appeler une crise des médias, de souligner comment le devoir tient bien la route, se tient debout et qu'il est important d'engager, de soutenir nos médias, de s'abonner. Vous allez être d'accord avec moi, M. Miles? Alors, je le fais en votre nom. Il ne m'a pas payé, il ne m'a rien donné, mais je trouve que c'est important. C'est important de le faire pour le Soleil, c'est important de le faire pour Le Devoir, c'est important de le faire pour l'ensemble des médias. Alors, sur ces paroles, je laisse le mot à M. Miles pour animer ce panel. Merci, Stéphane. Merci. Merci vraiment, Stéphane, pour ce bel accueil dans un lieu spectaculaire, vraiment, avec une vue imprenable sur Québec, sur son passé, sa modernité également. Le Devoir est très fier d'être le partenaire du 25e anniversaire du Calque. Et ce soir, c'est un débat, c'est un mariage à trois, tripartite, entre la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Calque et le Devoir. Pourquoi? Parce que le Devoir, on y croit aux arts. Vous l'avez dit, Stéphane, le Devoir est rentable, réussit à tirer son épingle du jeu, mais on se considère un peu comme des artistes. Des fois, on est des battants. Les choses ne nous sont pas données facilement. Et on le fait parce qu'on y croit. Et le Devoir s'associe au monde des arts et de la culture depuis de longue date, parce qu'on y croit et parce qu'on est des parties prenantes là-dedans. Ça a été reconnu d'ailleurs dans la politique culturelle qui a été mise à jour il y a 2 ans. On a reconnu le rôle des journalistes et des médias comme des intermédiaires importants dans la transmission, dans la chaîne qui permet à un créateur de rejoindre son public. Alors, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir, d'en discuter. Merci d'être là aussi, mesdames et messieurs. Je vais commencer par une bien mauvaise nouvelle. On n'a pas vraiment un débat à vous offrir. On a plus une conversation, pour reprendre des expressions chères à Justin Trudeau. Pour avoir un débat, il aurait fallu avoir quelqu'un qui est radicalement contre les arts, contre la culture, contre son financement. Mais je pense qu'on va parler entre convertis un peu ici. Et on va essayer d'aller faire des liens et des ponts entre culture, monde de la philanthropie, monde des affaires et le public. Donc, Anne-Marie, plus fort que le hockey. Oui. La culture a battu le Canadien. En 4 ou en 7? Je ne saurais me prononcer. Mais non, c'est effectivement, les statistiques sont là pour le prouver. C'est tellement étendu. L'action des arts et de la culture, tout notre quotidien. Quand on repasse à travers une journée, en fait, on pense à tous les endroits où les arts ou la culture nous ont touchés dans une journée. On peut bien comprendre que ces chiffres-là parlent aussi fort, en fait. Et à l'époque, avec Simon Brault, Anne-Marie, tu avais été parmi les premières à mettre de l'avant le poids économique de la culture, pour avoir des conversations intelligibles et parler d'égal à égal avec les autres acteurs de la sphère économique auprès du politique. Parce que les artistes, c'était tout le temps des gosseux des gosseux d'histoire et des raconteurs, mais c'était pas pris au sérieux par les politiciens et les bailleurs de fonds. En fait, il faut qu'on continue de dire à quel point la culture et les arts ont une valeur intrinsèque. Là. Mais c'est sûr que quand on veut défendre des budgets, quand on va rencontrer les gens qui font les budgets, les leaders politiques, il faut leur parler aussi de ces retombées économiques parce qu'elles sont réelles. Moi, je peux vous dire qu'au Conseil des arts et des lettres du Québec, on tient beaucoup de statistiques. Les gens qui font des demandes de subventions et surtout ceux qui font une reddition de comptes au Conseil savent qu'on demande beaucoup de données, en fait, mais elles sont extrêmement importantes pour, d'une part, bien connaître le milieu qu'on soutient, mais d'autre part, pour aussi faire valoir les impacts qui sont tant pour les citoyens, mais que pour le développement de la communauté. Quand une compagnie de théâtre part en tournée, elle loue des camions, elle loue des chambres d'hôtel, ses équipes mangent dans des restaurants. Donc, ces gens-là ont un impact économique au-delà de la production. Ils ont un impact économique comme une autre entreprise. Les compagnies de théâtre, ce sont des entreprises aussi. Est-ce que vous avez fait affaire avec le Conseil des arts et lettres dans votre carrière? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui? Bon, on ne voudrait pas inventer des secrets ici ou indisposer Anne-Marie, mais c'est bien compliqué. Les demandes de subvention, est-ce que ça réussit à être fait d'une manière simple? C'est relativement simple. Relativement simple. Après une couple d'années. C'est un apprentissage. Oh, pardon. Non, c'est un apprentissage. Exactement. Ouais. C'est normal. Tu le disais, on demande beaucoup de choses parce que
on récolte des données, on ne donne pas de l'argent n'importe comment non plus. Donc, la demande est complexe dans ce sens-là, mais c'est pas difficile. Là. C'est juste... c'est ça, au début, tu ne sais pas comment faire, mais à un moment donné, je veux dire, c'est pas très compliqué. Là. Puis, tu peux prendre un téléphone, tu peux appeler, on a de l'aide. Donc, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Là. Mais ça prend peut-être 1 an ou 2. Quand je parle à des jeunes artistes qui viennent me voir, dire comment je fais la demande, etc., j'essaie de leur faire comprendre pourquoi il y a des questions, pourquoi on parle de la valeur artistique, pourquoi on parle du rayonnement, pourquoi on parle de la saine gestion, et qu'est-ce qu'on doit mettre en valeur. Puis, ce que le Calque fait quand même à travers son investissement, c'est aussi d'organiser le milieu, puis de le serrer, puis de le professionnaliser, parce qu'il y a eu beaucoup ça dans les dernières années, là, dans les dernières décennies, je devrais dire, la professionnalisation du milieu. Ça va avec une exigence aussi très grande, puis une pression sur les organismes, mais c'est de comprendre aussi c'est quoi pourquoi on pose ces questions-là. Jean-Philippe, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous considère davantage comme des entrepreneurs de la culture et que la dimension artistique prend un peu un arrière-plan là-dedans? Je trouve que les deux conseils des arts, que ce soit le Conseil des arts et des lettres du Québec ou le Conseil des arts du Canada, dans les dernières années, dans les quelques dernières années, ont recentré leur discours autour de la qualité artistique comme étant prédominante. Ça, je pense que ça a fait du bien aussi au milieu qui, là, commençait quand même à dire « là, je ne suis pas juste une business ». Puis j'ai un impact intangible, j'ai une approche qui fait partie de l'imaginaire collectif, j'ai un apport qui n'est pas économique, qui n'est pas en données, qui n'est pas en chiffres, et c'est ça que je veux qu'on reconnaisse. Puis ça, les deux conseils ont fait ce virage-là, puis bien, je pense que c'est sain aussi pour l'équilibre du milieu. Paul-André? Oui. Mais je me demande s'il n'y a pas une différence aussi, justement, entre les demandes qui sont déposées par les organismes et celles qui sont déposées par les artistes, à qui on demande, je pense, une reddition de compte moins grande. Moi, j'observe justement chez les artistes qui déposent, des fois, une tendance à confondre la mission du Calque, parce que moi, je suis en musique, donc il y a des gens on peut déposer au Calque pour certains projets, mais pour d'autres, on va être soutenu plus sur la production avec la SODEC, qui soutient plus les entreprises, et qui confondent le fait que, justement, le Calque soutient la prise de risque, la création, et qui doivent développer ce discours-là avant de développer un discours de showbiz. Donc, il y a aussi... autant je trouve que chez les artistes avant, on avait à les convaincre qu'ils devaient développer un peu ce vocabulaire-là, puis cette approche-là, autant des fois, je trouve qu'on sent une tentation d'essayer de nous convaincre avec un nombre de vues plus qu'avec une vision. C'est-à-dire? C'est-à-dire le nombre de vues qu'ils ont eu sur YouTube ou ce qu'ils vont avoir comme répercussion. Je ne dis pas que ça n'a aucun impact, mais le Calque favorise, soutient surtout la création, la prise de risque pour les artistes. Je parle, là, on parle d'une situation un peu différente et je trouve ça intéressant. Quand on regarde des demandes ou quand on dépose ou quand je soutiens des artistes qui vont faire une demande, qui réfléchissent à la nature de leur proposition, c'est quoi la nature du projet, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre artistiquement et qui développent ce discours-là plus qu'un discours strictement entrepreneurial dans le cadre du Calque. Et je trouve ça bien qu'il y ait cet espace-là, en fait. Je trouve ça bien qu'il y ait un espace où on réfléchit beaucoup à ça avant de mettre quand on s'adresse aux artistes directement, pas aux organismes, parce que je pense qu'il y a une différence de... Mais notre mission première, c'est quand même effectivement de soutenir la recherche, la création, l'avancement disciplinaire, et pour que ce soit pour les artistes ou pour les organismes de création-production. Donc, clairement, c'est la première chose et le premier critère. Mais bien entendu, on ne fait pas fi et on ne nie pas la contribution économique de tout ça. Concrètement, là, pour le bénéfice du public qui est ici ce soir, qu'est-ce que ça a comme impact, un financement du Calque? Ça a changé quoi dans vos vies d'artistes, dans vos carrières? Mais il n'y a pas de métier sans soutien du Calque. Carrément. Ben non, mais c'est impossible. C'est impossible de tenir un théâtre jeunesse. Un théâtre jeunesse, là... Pas de subvention, pas de théâtre jeunesse. La capacité économique du public jeunesse est extrêmement limitée.
Le prix du billet pour le scolaire est à peu près 8-9 $. Le prix moyen en familial, on s'en va vers 13-14. 20 de mon budget annuel vient de mes revenus de billetterie. 80 vient de subventions des différents paliers de gouvernement. Ça coûte très cher gérer un diffuseur de théâtre. Donc, c'est impossible. Et évidemment, moi, j'ai un ratio qui est très faible de par la capacité économique de mon public, mais sans ça, il n'y a pas de théâtre pour la jeunesse. Juste pour les fins de la conversation, de la compréhension de tout le monde, là, si on enlève les subventions, il faut charger combien pour un spectacle jeunesse? On serait dans au pouce, là. On serait dans un prix de billet d'environ 100 $ pour un enfant qui viendrait à une représentation au Théâtre de la rue Saint-Jean. Wow. Très, très vite calculé. On serait dans ces eaux-là. Dan, le calque, ça a changé quoi dans ta carrière, dans votre carrière? C'est pas de la même façon que Jean-Philippe, mais moi, je dirais que c'est venu ponctuer pendant ma carrière des moments importants. Pardon, je vais boire de l'eau. C'est que quand tu reçois une bourse, tu es un artiste en art visuel, les revenus sont plutôt inexistants. Fait que ça vient, en fait, te permettre d'avoir 6 mois de création. Tu n'as pas ce financement-là, tu n'as peut-être pas 6 mois de création devant toi. Donc, ça a ponctué ma carrière de cette façon-là. La mienne, celle de d'autres collègues aussi. Je suis d'accord, je pense que pas de subvention, très peu réussiraient à s'en sortir. Ce qu'on voit dans d'autres pays, souvent, les gens qui réussissent à émerger en art visuel viennent de familles très riches, sont supportés par... un mécène. Oui, ou par la famille. On a la chance au Québec, au Canada, d'être soutenus et donc de pouvoir rêver, même si on ne vient pas d'une famille riche, à accéder aux arts, à la culture. Donc, pour moi, c'est ça que ça a permis, en fait. Ça a permis, à l'occasion, de ponctuer dans ma carrière des moments où j'ai pu me consacrer pendant 6 mois, 1 an à ce que je fais. Puis, ce qui m'a permis de développer ma pratique. Puis aujourd'hui, ben, je demande beaucoup moins de subventions qu'avant. Je réussis à gagner ma vie en vendant mes tableaux maintenant. Donc, je suis très, très chanceux, mais je veux dire, ça n'existerait pas aujourd'hui si je n'avais pas eu cet appui-là par le passé, là. Certainement. Je suis 100% d'accord avec toi. Majeur. Paul-André, est-ce qu'une carrière est possible sans un financement étatique? Bien, je pense que c'est très difficile. Bien, je veux dire, ça dépend en musique, en chanson, ça dépend parce que le spectre est très, très large. Dans votre cas, concrètement? Mais dans mon cas, non, mais ça m'a permis justement d'aller à l'étranger. Quand on part à l'étranger, de couvrir les frais de déplacement, donc d'aller faire des concerts. Ça permet de s'arrêter, de dire on se concentre pendant quelques mois uniquement sur la création, on ne fait pas les choses, ou de prendre des risques sur des projets qui seraient plus... qui sera un peu sur le modèle comme ça. J'ai fait un projet récemment où on ne pouvait pas avoir une structure qui était rentable. C'était un projet qui était conçu pour 15 chanteurs, 15 spectateurs. C'était quelque chose de très exploratoire, qui était plus proche de la performance. Bien, évidemment, ça ne pouvait pas vivre sur un modèle économique là, qui repose sur la billetterie. Evan, vous êtes un homme d'affaires, mais aussi un philanthrope, un passionné des arts. Toute cette structure de financement-là vient faire quoi concrètement à l'autre bout du spectre dans l'économie? Est-ce que ça a une incidence et laquelle? Bien, c'est clair. C'est intéressant là, la conversation ici parce que moi, je n'avais pas vraiment d'idée sur tous ces points fins-là. Je savais que c'était important, là, mais je vois que c'est très important. Mais, mais c'est sûr que ça fait partie de tout le dynamisme d'une région, d'une ville, d'une région, d'une province, d'un pays, etc. Ça fait partie de son dynamisme. Ça a toujours été le cas. C'est encore le cas. Ce qui est un peu, je dirais, ce qui est un peu particulier peut-être avec notre cas qui disons, dans les endroits où on vit, là, je suis à Québec, alors je vais parler juste à Québec, mais c'est que la participation du privé est peut-être moindre qu'on pourrait retrouver dans d'autres endroits. Là, c'est juste parler au niveau pan-canadien, si on veut. On peut le voir comme, si on regarde, là je vois Stéphane là-bas, là, mais si on regarde un musée ici au Québec, puis on regarde un musée en Ontario, puis on va comparer un peu les sources de financement, ça va être un portrait assez différent entre public, privé. Le public est plus fort ici. Le public est beaucoup plus fort ici. Et donc,
Est-ce que les philanthropes, la communauté d'affaires en font assez ici? Je dirais, c'est peut-être les philanthropes, peut-être les philanthropes, si on veut, ils en font peut-être déjà pas mal, si on veut, ou assez, en tout cas, je ne sais pas trop. Mais c'est ceux qui ne sont pas philanthropes, qui pourraient être philanthropes, qui n'en font pas assez. C'est un peu ça, c'est comme élargir un peu. Une des choses que je dis, c'est que la philanthropie, c'est un sport d'équipe. C'est pas un sport comme quand on a eu au Musée national des beaux-arts Pierre Lassonde qui est venu puis qui a donné une somme assez incroyable pour ce projet-là. L'erreur qu'il ne fallait pas faire et qu'on n'a pas fait, c'était de le mettre tout seul sur la patinoire puis tout le monde dans les estrades. Puis, hey, wow, Pierre, c'est formidable. Puis, go, go, go. Pierre Lassonde, même s'il met, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, là, mais je veux dire 10 millions, il veut aussi, le grand philanthrope veut le petit philanthrope, et le petit veut le grand. Hein? Tout le monde veut être ensemble. Et ça crée de la pression aussi, parce qu'on les connaît, les familles là, qui ont soutenu historiquement. Bon, vous en faites partie. Pierre Bourgie à Montréal aussi. C'est toujours les mêmes joueurs qui donnent généreusement, alors ils finissent par être très sollicités aussi. Oui, c'est ça. Écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'est vrai, mais les gens disent souvent que ce sont les mêmes. Bon, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais aussi les gens... Je peux vous dire que pour avoir parlé à certaines personnes, ils se disent maintenant, je ne peux plus, là, la cour est pleine. J'ai trop de causes, puis j'ai plus assez de levier. Et ça crée une pression. Puis en plus, les gens, quand on voit un Lassonde, un Bourgie, tout le monde dit « Oh, c'est remarquable ». Alors, naturellement, d'autres organismes vont cogner à leur porte. C'est sûr, mais ces mêmes gens vous diront pas, là, mais à mots couverts, ils vont se dire, comme par exemple, est-ce qu'on sollicite un tel ou une telle, puis on va dire, regarde, là, j'ai cogné à cette porte-là assez souvent, puis c'est 0, puis une barre, puis c'est impossible. Ça ne veut pas dire que les moyens ne sont pas là. Okay, mais il nous manque des philanthropes, c'est ce que j'entends. Ben, c'est que ça fait pas. C'est pas un genre de. C'est pas un réflexe instinctif un peu, puis c'est pas une question, c'est pas lié à la taille du portefeuille. C'est assez, des fois, c'est un peu culturellement à l'intérieur d'une famille ou à l'intérieur d'un ensemble. C'est un peu, il y a peut-être beaucoup d'études là-dessus, mais il faut élargir le bassin, puis il faut l'élargir comme ça, puis il faut l'élargir par en bas aussi. Les petits dons sont importants. Mais une des choses qu'on avait parlé, parce que j'étais impliqué avec le Théâtre des Gros-Becs, c'est que dans la campagne qu'ils font actuellement, c'était important. Moi, j'ai donné un coup de main, puis j'ai dit, en point de départ, là, c'est important que tous ceux qui travaillent, là, tous les gens qui sont sur le conseil d'administration, ils contribuent quelque chose. Là, on ne fixe pas la barre du montant, mais on fixe l'objectif 100 %. Okay? C'est essentiel, 100 %. Là, je ne juge pas les gens par rapport au montant qu'ils mettent, mais je veux juger le 100 %, c'est certain. Et ça, ce genre de truc-là, je vous assure, là, quand on avance cette idée-là la première fois autour d'un conseil d'administration, une campagne, c'est comme, wow, c'est quoi ça? Ben, c'est ça. Mais non, mais c'est intéressant parce qu'en philanthropie, avant d'aller chercher un don, on veut créer une relation. Ben, totalement, mais c'est la première question qu'il faut poser. Est-ce que tous les gens qui sont sur le conseil d'administration de l'organisme et tous les gens qui y travaillent ont contribué quelque chose? Juste quelque chose. Okay? Selon les statistiques officielles au Québec, là, 52 % des dons en philanthropie vont vers la santé. Puis en deuxième place, 37 % des dons, c'est la jeunesse, l'éducation. Donc, on a à peu près 90 % de la tarte de l'assiette philanthropique dans le secteur éducatif santé. Comment on explique que la culture, les arts soient un si pauvre parent dans le cœur des donateurs? Bien, en fait, je pense que c'est sûr que l'État est perçu comme le plus grand bailleur de fonds et puis le citoyen contribue aussi par sa participation. Mais il reste que je suis d'accord avec Evan qu'il faut élargir l'assiette de philanthropes et pas aller simplement par les montants. En fait, je pense qu'il faut parler, ce discours-là, j'ai envie de vous le faire faire dans une tournée provinciale pour parler dans toutes les chambres de commerce à des gens du milieu des affaires qui veulent soutenir la culture parce que effectivement, c'est pas nécessairement d'aller tout le temps vers les grandes familles, mais de monter des campagnes
qui vont s'adresser à un large éventail. Et donc, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, puis il faut convaincre, effectivement. Mais je pense que en ce moment, la jeunesse, on fait des grandes interventions pour que les enfants fréquentent la culture, mais il y a un vecteur là pour aller chercher aussi des dons de la part de certains donateurs pour soutenir les organismes qui développent cette offre-là et qui la présentent aux jeunes. Il y a un appétit pour des jeunes. Oui, pour la culture. pour développer cet appétit-là. Je donnais juste une petite expérience, là, une parenthèse au devoir avec le Salon du Livre. L'an passé, on a acheté des billets du Salon du Livre à un prix presque coûtant. Puis on a dit, on va t'envoyer des jeunes au salon. Et là, on a mis les billets gratuitement dans notre réseau du devoir en classe. Il y a à peu près 35 000 abonnés étudiants au devoir en classe. On a écoulé les billets en 48 heures. Et là, on n'avait pas pris beaucoup, là, mais on a réalisé à quel point, au fond, les jeunes, ce qui leur manque, c'est des leviers d'accès à la culture. C'est les moyens financiers de franchir la porte. C'est pas l'intérêt qui est absent. Et c'est pour ça que c'est important, toutes les démarches qu'on fait à l'heure actuelle pour augmenter la participation culturelle des jeunes. En fait, les 2 sorties scolaires par année gratuites. Mais c'est sûr que pour des diffuseurs, ça veut dire une clientèle qui est en augmentation et une prise de risque plus grande. Demain aussi. Et je dirais que c'est le public d'aujourd'hui parce qu'ils voient des productions qui sont faites pour eux, mais oui, ils seront plus tard, ils auront développé leur appétit pour la culture, ils auront envie de retourner voir des concerts, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, d'aller visiter des galeries, des musées, parce qu'on les aura initiés très, très jeunes à cette fréquentation. Donc, c'est des investissements extrêmement importants. Puis je pense que ça peut frapper le cœur de nouveaux donateurs. Je pense que... Si on revient juste à la philanthropie pour une seconde, est-ce que vous, dans vos pratiques artistiques, la philanthropie fait partie des sources de revenus? Bien, là, Evan m'a scoopé pas mal ce qu'on fait présentement en construisant la caserne Saint-Jeune Public. C'est un projet ambitieux, qui est plus de 20 millions de dollars. Évidemment, il y a une campagne de financement qui est en cours. Et donc, on a fait cette campagne-là et on mène cette campagne-là dont vous entendrez parler là, au courant de la prochaine année quand elle deviendra publique, pas juste pour ramasser de l'argent. Évidemment, on en a besoin pour construire le théâtre des Gros-Becs. La caserne est un projet important et structurant pour la région. Mais on a pensé la campagne comme un lien aussi. C'est-à-dire que quand on fait des liens avec des gens, on présente l'organisation, ça nous permet de rencontrer des gens, de présenter ce que sont les Gros-Becs, de ce qu'on fait, de qu'est-ce que ça donne aussi cet art-là, qu'est-ce que ça donne au public présent des enfants qui sont aujourd'hui citoyens comme nous et qui ont droit d'avoir accès à une expérience culturelle qui les transforme et qui les structure et qui leur ouvre des champs de curiosité. Donc, on l'a pensé dans une campagne de lien, dans une campagne qui permet de créer un sentiment d'appartenance aussi plus fort. Et que ce soit des gens à l'interne, que ce soit les gens du milieu, que ce soit, etc. Moi, je me suis assuré dans cette campagne, peu importe le montant, d'être le don avec le 001, avec le reçu, avant de commencer à aller voir à gauche, à droite. Hein? Bien martelé parce que Van vient de dire avant. Mais c'est important pour moi de dire, je suis partie prenante de ce projet-là, peu importe le temps, mais aussi financièrement. Puis après ça, de dire, viens mettre 25$, puis ça va aussi t'appartenir, ce projet-là. Donc, on l'a pensé comme ça, la campagne. Donc, il y a les grands donateurs, mais il y a aussi tout le lien qui est créé par un petit investissement. C'est tout le mode du sociofinancement qu'on a vu dans les dernières années apparaître. Bien, c'est ça, le sociofinancement, c'est de dire, « Hey, l'album, j'ai mis 10$ dedans, puis finalement, il sort, puis j'ai hâte de l'écouter. » C'est ça aussi, la philanthropie puis une campagne de financement. Mais ça nous ramène aussi dans le concept de l'économie circulaire, y compris pour les artistes, d'exister plus pour un public, de faire partie d'une communauté plus large. C'est de faire partie d'une communauté plus large et c'est de sentir de façon concrète l'appui à ce qu'on fait aussi. Parce que
gérer ces organisations-là, faire ces carrières d'artistes-là, c'est pas pour me plaindre, c'est un métier qui est difficile, qui est exigeant. Il y en a d'autres des métiers qui sont difficiles, qui sont exigeants, mais mettons que ça n'est pas pire. Et cet appui-là, il est vraiment important. Dans ma compagnie de production, Nuages en pantalon, il y a un mécène qui s'est présenté un jour, et qui est venu là, dans un panel comme ça, qui est venu juste avant que ça commence, glisser une enveloppe, ça a commencé comme ça. Hein? Il y avait 500 pièces dedans. Puis au fil des années, il a donné des dizaines de milliers de donneurs à Nuages en pantalon. Et ça, mais c'est devenu aussi un ami. C'est quelqu'un qu'on invite à nos laboratoires, qui nous écrit des textes en nous disant « ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait... » Il ne vient pas s'ingérer, il fait juste rêver avec nous le spectacle. Mon Dieu, mais c'est extraordinaire comme relation. Il avait besoin de contribuer. Oui. Et ça se prête bien dans un théâtre, c'est un collectif, mais pour des artistes qui ont des carrières individuelles, un mécène, est-ce que c'est un peu une belle-mère un peu fatigante? Ça dépend du mécène. Ça dépend des belles-mères. Mais, moi, j'aurais juste rajouté... Ça se pose comme question. Ben, ça peut. Tu pourrais tomber sur quelqu'un, mais moi, c'est pas dans mon expérience. Mais moi, je voulais juste rajouter, tu parlais tantôt de... Tu donnes 25$, tu fais partie d'un truc. En fait, si on prend... Dans la nature, tout est imbriqué ensemble, mais la culture n'est pas... on n'est pas un truc séparé du reste du monde. Ça fait partie de la société. C'est imbriqué avec le reste. Si la culture est malade, la société est malade. Je veux dire, on est acteur dans tous les sens du terme. Là. On n'est pas juste, c'est pas juste la culture de notre côté. Je pense qu'il y a un retour dans la société très difficilement chiffrable, mais qui est important, justement, de pouvoir rêver, de pouvoir continuer à rêver, d'imaginer d'autres plateformes pour toutes sortes de choses. Donc, je pense que moi, comme citoyen, ça m'arrive de faire des petits gestes de mécénat en donnant des 25$, des 100$ à des endroits où je peux, pour d'autres choses, puis parce que c'est des choses auxquelles je crois. Ce n'est pas nécessairement des trucs en culture. On parlait tantôt de s'abonner au Devoir, ça peut être un geste, simplement de dire « je m'abonne, je trouve que c'est important que ce journal-là continue », le Devoir ou autre. Donc, je pense que, pour moi, je pense que le microfinancement a peut-être amené cette conscience-là qu'on peut être peut-être actif beaucoup plus qu'on le pense, sans nécessairement être extrêmement riche ou sans avoir des fonds incroyables. Tant mieux si les grands philanthropes s'investissent. Heureusement, on en a besoin. Mais je pense qu'on a pas mal plus d'impact qu'on peut le penser at large, tout le monde en fait. Puis de s'investir dans des causes. Même ça peut être aussi donner du temps. C'est pas toujours de l'argent. Ça peut être des fois de dire je vais venir donner un coup de pouce pour tel truc. Bon, je reviens à ta question. Moi, dans mon cas, j'ai pas vraiment... je sais pas une compagnie, je suis un artiste en art visuel. Je dirais les gens qui viennent à mes vernissages, il y a beaucoup de jeunes enfants qui viennent voir mes expositions. C'est gratuit. J'ai la chance de pouvoir présenter mes expositions gratuitement parce qu'il y a des gens qui font des gestes, je ne sais pas si c'est de la philanthropie, mais qui achètent mes tableaux, qui me permettent de vivre et de continuer à rêver, à faire d'autres trucs. Donc, les gens qui achètent mes tableaux me permettent d'avoir des expositions qui sont gratuites pour tout le monde. Une exposition en galerie, c'est 1 mois. Pendant 1 mois, vous pouvez y aller 10 fois, ça ne vous coûtera rien. Vous allez être toujours bien reçu. Donc, pour moi, c'est cette structure-là de mécénat. Donc, c'est les gens qui m'encouragent. C'est des gens, et ce n'est pas toujours des gens qui ont... Il y a des gens, des fois, qui ont extrêmement beaucoup de budget, qui peuvent acheter une immense... tableau ou plusieurs tableaux. Des fois, c'est une petite famille qui arrive, puis c'est leur premier tableau qu'ils achètent, puis ils achètent un petit dessin, puis ils le payent pendant 12 mois. Mais c'est aussi important. Je suis aussi content d'avoir cet encouragement-là. Puis surtout quand je vois que c'est une famille qui vient avec un jeune enfant, je trouve ça super trippant. Je me dis, OK, cool, c'est en train de se propager. On est en train de former une nouvelle génération, en fait. C'est une longue réponse. Hein? Non, mais c'est intéressant. Mais je rembobine juste un peu. Si la culture, c'est une société malade ou si sa culture n'est pas en santé, la société est malade. Selon moi, oui. Pourquoi? C'est de la même façon, parce que la culture, c'est très large. De la même façon que, je ne sais pas avec qui je parlais tantôt, je parlais de comment notre terroir se développe au niveau alimentaire. Comment on est passionné maintenant de la culture, on est passionné de nos agriculteurs. On a plein d'émissions de cuisine. On commence à prendre conscience qu'on a un terroir, qu'on a des saveurs, qu'on a des producteurs qui se battent pour élever des animaux bio, pour faire des trucs santé, tout ça.
je veux dire, c'est difficile c'est assez facile de faire le lien entre notre santé publique, notre santé corporelle et cette passion-là. Je pense que la culture nous fait rêver, nous fait réfléchir, nous questionne, nous bouscule, et ça, c'est aussi essentiel pour l'évolution d'une société. Là, on tombe peut-être plus dans des débats philosophiques à ce niveau-là, mais je pense que c'est essentiel autant que la santé physique, la santé mentale. La culture nous renvoie un peu l'image de ce que nous sommes, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va également. Oui, ou peut-être quelque chose nous renvoie peut-être une image qu'on n'aime pas. Peut-être qu'on n'aime pas ce qui se fait en ce moment. C'est pas grave. Je pense pas que le but de la culture, c'est de plaire. C'est d'être vécu par les artistes, par les créateurs, puis en fait, comment je pourrais dire, de suer ce qu'on est, en fait, que ça apparaît, puis on en prend conscience, puis ça peut possiblement nous transformer. Si on est ouvert à ça, je veux dire, si on va voir des spectacles, si on consomme de la culture. Est-ce que la culture reste territoriale? Est-ce qu'elle est enracinée dans un terroir où elle devient de plus en plus dématérialisée au point où c'est plus important de savoir où est produite la culture, où réside l'artiste? Est-ce qu'on a encore cette notion de territoire associée à la culture, à l'expression culturelle, puis au financement également de toutes les grappes, là? Je pense que les artistes pourraient le dire qu'ils sont influencés par le territoire sur lequel ils créent. C'est sûr que ça conditionne en fait leur façon de réfléchir, leur façon de travailler et tout ça, mais les artistes ont accès à la planète, en fait. Oui, puis on nous rabat tout le temps cette idée-là qu'on a une culture numérique qui a dématérialisé à la fois le support de production puis le lieu de consommation. Oui, ça pose toutes sortes d'enjeux, effectivement, d'avoir accès en 2 clics de souris, d'avoir accès, ou même pas de souris, là, sur nos tablettes ou nos téléphones, d'avoir accès à une offre internationale. Mais ça pose des défis pour nos artistes ici de s'y retrouver dans cette offre internationale, de trouver son chemin pour qu'on devienne découvrable, bien sûr. Mais les artistes, ils vont aussi circuler, ils vont continuer de circuler sur la planète et aller présenter leurs œuvres parce que ils peuvent créer dans un lieu, avoir vraiment un port d'attache qui soit le lieu où ils ont choisi de vivre, mais faire rayonner leurs œuvres un peu partout. C'est qui disait c'est dans le particulier qu'on devient universel? Tout à fait. C'est Michel Tremblay, je pense, voilà, qui a dit ça. Oui, Voilà. ça. Anne-Marie, on parlait avant de commencer du poids de Montréal dans la culture. Les réseaux de financement de mémoire, c'est à peu près 63% du financement des projets qui se fait dans Montréal. Mais Montréal, c'est 53% du poids démographique du Québec. Est-ce que c'est un enjeu, ça, de rétablir un équilibre dans le financement entre Montréal et, appelons ça, le reste du Québec? En fait, on a un souci d'assurer une vitalité culturelle sur l'ensemble du territoire. C'est sûr que dans la région métropolitaine de Montréal, il y a une très grande concentration de l'activité, comme ensuite le deuxième centre, c'est Québec, où il y a aussi une très grande concentration de compagnies, je le mentionnais tout à l'heure. Mais il faut effectivement que tous les citoyens du Québec aient accès à une offre culturelle riche, et on travaille beaucoup à ça au Conseil. On travaille avec toutes les régions du Québec à stimuler en fait, à mieux soutenir les organismes de création, à faire circuler les œuvres. Et donc, oui, on a ce souci-là. C'est très important parce que les citoyens ont droit d'avoir cet accès à une offre culturelle riche et de très grande qualité. On a quand même la chance de pouvoir soutenir ces compagnies, justement, et de les soutenir dans le lieu où elles ont choisi de s'établir et d'offrir aux citoyens leur production. Et Dan, toi, tu as fait le choix conscient, parti de Montréal, tu es atterri à Québec. Vous avez tous fait des choix conscients d'être à Québec. Qu'est-ce qui passe par la tête d'un artiste qui dit « Je m'éloigne de la grappe du gros milieu culturel qui est Montréal et je m'installe à Québec, je crée, je produis, je rêve et je vis dans les arts de Québec ». Moi, je disais souvent quand j'ai commencé, je dis, je vois pas pourquoi un métier qui repose avant tout sur la tournée, je devrais le faire de Montréal. Je veux dire, c'est... Parce que, puis, on parlait de dématérialisation tout à l'heure, mais je pense qu'on a encore besoin de se rencontrer. De la même façon qu'on fait des événements de réseautage et qu'on a besoin d'être ensemble, de se rencontrer.
Puis je pense que c'est pas la même chose voir une œuvre en vrai puis la voir sur photo. C'est vrai pour toutes les pratiques. Puis c'est vrai que c'est un des enjeux, justement, là, de la dématérialisation. C'est justement, ça invente plein de nouvelles formes. En même temps, il y a toujours le danger de perdre autre chose, en tout cas, de sous-estimer autre chose. Mais moi, j'ai toujours fait le choix de dire, je m'installe ici, je peux tourner d'ici. Il y a des avions, il y a un aéroport, puis sinon il y a un autobus, puis je prends l'avion à Montréal. On n'est pas, je suis pas complètement, je suis pas isolée. Je suis capable d'aller à la rencontre du public, peu importe l'endroit où il se trouve, en restant à Québec. C'est un lieu. Je pense que c'est un lieu de création, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où on réseaute avec d'autres artistes, avec des collaborateurs. Puis Québec a une belle taille pour ça, puis il y a de plus en plus une belle vitalité pour ça aussi. Est-ce que vous sentez que ça change beaucoup? Que cette grappe-là d'artistes domiciliés à Québec, dans la région de Québec? Moi, depuis que j'ai commencé, c'est énorme le changement qu'il y a eu. beaucoup. Puis depuis 5 ans, il y a une explosion incroyable. Il y a des grands défis tout de même, par exemple, de rétention des jeunes artistes. C'est certain que la métropole attire beaucoup. Je pense que des lieux de création, là, je parle pour les arts visuels, des ateliers, c'est pas facile à trouver des ateliers de création, des lieux, des espaces physiques pour travailler. Il y a toujours la question économique aussi. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Fait que pour l'instant, c'est une offre qui est intéressante. Mais je pense qu'il y a des défis. Oui, ça a changé beaucoup, mais c'est quand même... c'est toujours à revoir, je pense. C'est pas quelque chose qui est gagné. Là. Comment ça vous influence? Québec, ça vient faire quoi dans le lot des influences pour un artiste? Là? Si on parle du mystère de Québec, version inspiration, de quoi est fait l'inspiration Québec? Il faudrait que tu viennes vivre à Québec, Brian. Ouais. Viens en voyage. Non, mais j'ai de la famille à Québec. Je viens quand même souvent, mais j'ai jamais vécu à Québec, je l'avoue. Moi, je suis né à Trois-Rivières, donc j'étente les chicanes de Montréal-Québec constamment. On était le no man's land de neutralité totale. Le centre. Le centre mou et des fois le centre où il n'y avait pas de vitalité culturelle ou très peu parce qu'il y avait un exode qui se faisait vers Québec ou vers Montréal. À Québec, il y a une masse critique d'artistes, de compagnies, de structures, de lieux qui est suffisamment importante pour qu'on ait les moyens de travailler avec une diversité d'approches, puis pas assez gros pour que ça sorte de la famille. Ça demeure une famille qui est là, qui se parle facilement, qui collabore très facilement. Moi, ça me fascine vraiment. Là. Et c'est pas juste dans la sphère théâtrale. En création, moi, j'apprécie ce travail collectif, cette famille, cette collaboration, cette concentration aussi que les artistes ont à faire du théâtre. J'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes qui vivaient à Montréal, tout ça, c'est comme, hey, pour vrai, ton horaire de TV, c'est insupportable. J'ai un horaire de répète, on répète mardi, puis tu tournes, fuck. Ça, c'est ingérable. Il faut qu'on fasse un show. Il y a cette concentration à Québec qui est primordiale. Puis entre les organismes, il y a une collaboration aussi qui est très grande dans tout le dossier des sorties, du financement des sorties scolaires puis de l'impact des sorties scolaires. Je donne un exemple. Un jour, j'ai eu l'idée de dire, est-ce qu'on pourrait mettre nos données de fréquentation scolaire, régionale, tout le monde ensemble? Tous les joueurs importants qui font beaucoup d'accueil. J'ai juste envoyé des courriels à 13 organismes et nous colligeons depuis l'an dernier nos données régionales de fréquentation. Mais ça m'a pris, pour vrai, 13 courriels, puis c'est fini. Tout le monde a fait « Ah oui », 2 m'ont posé des questions, puis après ça, on a continué. Et ça, c'est la collaboration. Cette solidarité-là, est-ce qu'elle s'étend aux politiciens, aux gens d'affaires? Est-ce que ça déborde de la communauté des artistes elle-même? C'est sûr, c'est sûr. C'est un environnement relativement facile, petit, oui, relativement à Montréal, petit, relativement à Toronto, etc. C'est un environnement... moi, j'aime beaucoup cet environnement-là par rapport à ça. Ça bouge plus vite. Je ne sais pas comment dire ça. Là, mais moi, je dis souvent aux gens qui visitent, là,
c'est pas un endroit que tu vas tricher sur ta blonde bien loin puis pas être pogné, là, parce que tout le monde te connaît ici. Là. Tu sais, c'est à peu près comme ça un peu. Fait que moi, je trouve j'aime ça, cette taille. Pour moi, c'est parfait. Et on peut faire des choses, oui. Je ne suis pas du tout surpris de ce genre de collégialité. C'est un peu ça aussi dans les autres domaines d'hôtellerie. C'est comme ça, oui. Paul-André, souhaitais ajouter quelque chose? Oui, mais en fait, c'est la même idée, mais moi, je dis souvent, c'est que souvent en musique, il va y avoir des regroupements selon plus des approches stylistiques, mais avec la taille de la ville, c'est assez pour qu'il y ait de la diversité, mais pas assez pour qu'il y ait cette atomisation-là. Donc, je pense que ça crée justement beaucoup de circulation. Je trouve ça intéressant que tu le nommes parce que je trouve que c'est vraiment un des gros atouts de la ville. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé beaucoup. Puis Evan, vous êtes un philanthrope et un amoureux aussi du patrimoine. En quoi Québec, ville patrimoine mondial de l'UNESCO, les investissements massifs qu'on a faits dans la préservation du patrimoine ont un effet d'entraînement ou non sur toute la grappe culturelle après coup? Ça vient-tu jouer dans balance? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a vraiment une signature culturelle très forte au Québec. Et pour moi, le Haut-Québec, c'est vraiment, ça part de Québec. Et ça part de juste à quelques centaines de mètres d'ici. Donc, c'est vraiment, ça part d'ici. Ce qui est vraiment particulier de ça, c'est que ici, quand on regarde l'énoncé UNESCO, on parle beaucoup des murs, des remparts, des fortifications, etc. On voit un beau mur devant nous, etc. Mais c'est vraiment pas... Tout ça, là, ça n'a pas vraiment par rapport avec les murs, puis les remparts, puis tout ce côté physique dans lequel, oui, on a mis beaucoup d'argent, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et ça rejoint beaucoup. J'essaie souvent d'expliquer qu'il y a 10 sites dans le Vieux-Québec où on pourrait dire n'importe quand sur les 400 dernières années. Avant, il y avait une garnison là, il y avait un hôpital. Ben, non, la garnison est encore là, l'hôpital est là, le port est ici, etc. C'est encore là. Pas comme dans les villes en Europe où on dit avant, il y avait ça, ça a déjà été ça, etc. Donc ça crée un certain dynamisme à l'intérieur du Vieux-Québec, entre autres. Ça déborde un peu, mais vraiment à l'intérieur du Vieux-Québec, qui renforce cette signature-là. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment, les deux vont de pair et ils se collent ensemble. Donc, moi, je suis un gros vendeur de la Ville de Québec. Oui, ça paraît. Ouais. Vous êtes tous des très bons vendeurs de la Ville de Québec. Je vais revenir plus souvent. Il nous reste un peu de temps avant de passer à la période des questions, parce qu'on a prévu quand même de faire participer le public ici, qui a été très captif et très... je dirais pas docile, mais très, très à l'écoute. Alors, on va leur donner la parole très bientôt, mais avant d'aller là, il faudrait quand même un peu parler de la révolution numérique. On l'a abordé brièvement. Cette dématérialisation des supports, cette difficulté pour des artistes de vivre de son art, est-ce que ça vous frappe, vous aussi? On sort récemment, j'étais dans une autre activité où on a fait état c'était un débat avec les candidats fédéraux, les principaux candidats porteurs du dossier culture pour les partis fédéraux. Et on a fait état des grands engagements, des grandes réalités, des grands problèmes. On faisait état du contraste qui existe aujourd'hui dans le domaine de la musique. Un artiste à la radio qui avait fait pour l'équivalent de 16 000 $ de revenus avec une chanson, un hit, comme on dit en bon français, 16 000 $ à la radio. Quand même bon dans le contexte actuel de 2019. Et sur Spotify, je vous laisse deviner, là. Faites une offre sur Spotify, 11 $. Donc, c'est de 16 000 $ à 11 $. Et la question se pose, comment on va s'assurer? Parce que rejoindre des publics, c'est relativement simple. Faire découvrir des contenus francophones par des algorithmes aveugles, c'est plus compliqué. Et vivre de son art, ça m'apparaît mission impossible. Est-ce que ça vous frappe de plein fouet déjà, cette révolution-là, ou pas? C'est pas dans la peinture. Ça change vraiment d'un art à l'autre. La dématérialisation de l'art théâtral, on l'a vécu quand le cinéma puis la télé est arrivé. C'est fait. Là. Après, si je me transforme en TV dans un show, c'est intéressant, c'est parce que je vais être une émission de TV. Donc, ça ne sera plus un spectacle de théâtre. Donc, intrinsèquement, l'art théâtral, la révolution numérique nous touche autrement dans notre façon d'approcher les publics, de leur parler, de les trouver, ces publics-là.
malheureusement, je peux moins m'attendre à ce que les médias soient mon principal vecteur avec tout ce que vous vivez présentement. Donc, c'est plus difficile de les rejoindre. Puis l'impact d'une critique, mettons, hein, il y a quelques années, l'impact d'une critique positive sur un spectacle, on le voyait là, comme ça. Maintenant, c'est plus par là que ça passe. Donc, ça nous impacte là-dessus. Mais l'art en tant que tel, théâtral, à part, oui, on peut rajouter plein de gogos dans le show, mais donc il va Netflix, c'est rester pas un un show. concurrent pour le théâtre, là. Non, mais... Il n'est pas un concurrent pour les artistes mais- peintres non pour plus. Paul André, pour là, les artistes, je pense que c'est techniquement, ça peut changer des... C'est sur la technique que ça peut changer. Bon, peut-être dans les financements, peut-être qu'il y a plus de financement qui va vers les arts numériques, mais en même temps, je vois pas. Anne-Marie, est-ce que c'est... Mais Netflix, c'est un concurrent d'une certaine façon parce que ça nous laisse assis dans la maison, ça nous empêche de sortir et d'aller voir des spectacles en salle, par exemple. Donc, Mais on disait la même chose de la télé Oui. avant. C'est pas un problème qui est nouveau. mais là où il y a une différence, c'est que Netflix vient chercher dans la poche du consommateur aussi une contribution mensuelle pour son abonnement. Donc, encore une fois, vient donc réduire l'argent disponible. Puis bon, le consommateur, il a payé, il va consommer chez lui. Donc, le défi, c'est de faire sortir les citoyens, de les amener dans des lieux de diffusion. De les rejoindre, je suis absolument d'accord, parce que pour les rejoindre, il y avait la critique dans un journal. Aujourd'hui, c'est des influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, les compagnies artistiques doivent maîtriser ces outils-là si elles veulent être capables de rejoindre les publics. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis dans cette révolution numérique auxquels les artistes et les compagnies artistiques font face. Est-ce que vous comme organisme de soutien, est-ce que vous êtes plus facilement émerveillé par le numérique dans les projets de financement? En fait, nous, on veut continuer, et il n'y a pas de doute là-dessus, à soutenir en fait, la création, la production, la diffusion et l'expérience en personne. Donc, mais bien entendu... Vous avez gardé un certain romantisme dans vos filières de mais financement. je pense que... je ne sais pas si c'est du romantisme, Non, mais en c'est parce tout cas, qu'on le voit ailleurs, on se laisse beaucoup séduire Oui. par les sirènes du numérique, là. Mais en fait, les contenus peuvent se retrouver sur différentes plateformes, mais comme on disait tantôt, elles n'auront pas la même, on n'aura pas la même expérience en voyant un tableau sur une photo que de le voir dans une salle d'exposition bien éclairée, puis d'avoir accès à l'artiste qui va nous raconter toute sa démarche. Donc, il y a une valorisation à faire de cette expérience-là. Et je reviens aux enfants parce que c'est beaucoup, en fait, en travaillant avec les jeunes publics qu'on va développer cet appétit-là. On ne les empêchera pas. Ils sont sur leur téléphone dès le bas âge. Il faut les rejoindre là pour leur proposer d'autres expériences que celles du seul téléphone ou de la tablette. Selon moi, ultimement, excusez. Ouais. Non, puis ce qui est paradoxal... Ouais, Paul André, en musique, vous avez été les premiers de Napster jusqu'à Spotify à subir les contre-coups de la transformation. L'industrie du disque est pratiquement morte sous nos yeux. L'industrie elle se relève. a dû se se retourner. Moi, j'ai une pratique qui est plus sur le spectacle, donc c'est sûr que là-dessus, ça me touche l'effet de protection. un petit peu moins quand même, mais j'ai quand même vu aussi la baisse de vente de disques. C'est clair que c'est quelque chose qui a un enjeu. Mais ce que je trouve plus paradoxal pour la discipline même, c'est que les gens maintenant ont l'impression, en dehors des spectacles auxquels je crois, mais il y a la musique qui y ont accès, mais par l'image, à quel point on ne peut plus dissocier l'image de la musique. Donc, la musique est écoutée, en fait, sur un téléphone avec des écouteurs, je veux dire, avec des haut-parleurs scrap, puis avec un mauvais son, mais avec une image. Donc, ça, c'est quand même... c'est comme si l'image prend encore plus de place que le son, même en musique, ce qui est quand même... en tout cas, paradoxal au minimum. Donc, ça, c'est sûr que oui, c'est le moyen avec lequel on communique, mais c'est même la façon dont les gens écoutent, dans la façon dont les gens entrent en contact avec l'œuvre dans le cas de la musique. Donc, ça, c'est particulier. Parce que les gens ont l'impression qu'ils ont eu accès à l'œuvre. Moi, je dirais juste là-dessus, je trouve que la timidité politique par rapport à ça est vraiment indécente. Il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est vraiment... on a comme...
on a comme sacrifié notre souveraineté d'une certaine façon. Donc, ces gens-là viennent ici, ils font ce qu'ils veulent, puis etc. C'est juste... C'est pénible à voir. Notre absence de volonté de réformer, d'assurer l'équité fiscale. Non, ça n'a aucun bon sens. Puis c'est pas comme si on ne la voyait pas venir, celle-là. OK? C'est des choses qui sont assez prévisibles. Mais l'Internet, ça fait quand même 25 ans là, que c'est là, à peu près. Là. Ça a été prédit il y a longtemps. Là. Maintenant, c'est comme, oups, on est rendu là. Mais oups! C'est beaucoup un enjeu de partage du revenu, tout ça. Parce que c'est pas... On n'a pas de baisse de fréquentation dans nos salles depuis que Netflix existe, là. C'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est effectivement, surtout dans ton domaine, une question de partage du revenu, de qui fait l'argent. C'est ça le gros problème. C'est pas du contact avec l'œuvre, c'est pas de l'accès à ces œuvres-là, c'est pas d'aller voir le spectacle. C'est la loi sur le droit d'auteur, puis le système de redevance. Et moi, je suis d'accord, l'incroyable paresse de taxation des géants du web. Là. Ça, c'est absolument ridicule, là, ça. Est-ce que le calque peut jouer un rôle là-dedans sur les redevances, la propriété intellectuelle? Bien, nous, évidemment, ce n'est pas nous qui sommes aux tables de négociation de ce côté-là. C'est sûr qu'on appuie toutes les démarches qui peuvent se faire pour que l'argent qui serait perçu soit réinvesti dans la création. Dans la création. Par contre, on peut quand même faire notre bout de chemin avec les gens du milieu par rapport à la découvrabilité sur le numérique. Parce on veut quand même que les artistes dont les œuvres se retrouvent sur le web soient rémunérés pour ce qu'ils ont mis sur le web ou qui a été mis pour eux sur le web. Donc, il y a un travail qui va se faire, vous allez en entendre parler dans les gens du milieu bientôt, c'est vraiment d'aller chercher son identifiant unique qui permet donc de retracer tous les collaborateurs à une œuvre. Donc, l'identifiant unique qu'on connaît le mieux, c'est l'ISBN pour les livres, en fait. Donc, par cet ISBN, on est capable de remonter toute la chaîne des créateurs et tous ceux à qui on doit de l'argent si on reproduit l'œuvre ou qu'on la diffuse. Et donc, il y aura, ce qu'on souhaite avoir, c'est faire augmenter le nombre d'artistes et de compagnies qui ont leur ISNI pour leurs œuvres, déjà dans les prochaines années, là. On a fait un inventaire récemment parmi les gens qui ont un compte au calque, en fait, là, qui sont des clientèles du calque. Il y a 30 de notre clientèle qui a son ISNI. Donc, on a un gros travail à faire pour que la plupart l'aient. Il y a des champs ou des disciplines où les gens, en littérature, par exemple, c'est fait. Les gens automatiquement l'ont. En musique, un peu plus. Mais ailleurs, il y a beaucoup de travail qu'on doit faire. Il y a beaucoup de pédagogie. Pédagogie, mais il faut aussi avoir les instruments qui soient mis en place pour être capable d'enregistrer, donc d'aller obtenir son identifiant unique. Et les travaux qui se font à l'heure actuelle se font avec BANQ. Donc, vous allez être informés. Est-ce que vous avez des collaborations des géants du GAFA là-dedans? Bien, nous, non. Dans les faits, non. Mais vous êtes plus en amont aussi du processus. Voilà. Et puis, mais c'est sûr qu'on suit ces discussions-là et qu'on sait que c'est supranational. Il y a du travail à faire, tout en collaboration, mais je pense qu'il y a des efforts qui se font. C'est un peu lent, effectivement, comme progression. Mais en fait, c'est un euphémisme, mais ce qui est souhaitable, effectivement, c'est que cet argent-là, qui, en fait, provient de produits culturels, en fait, qui est fait grâce à des produits culturels, retourne et soit réinvesti dans le développement, dans l'écosystème culturel national. Voilà, c'est ça. Bien, si vous le permettez, on va prendre quelques questions du public. Un public sage, mais qui ne se déplace pas pour rien. Et j'insiste pour mettre ces gens-là à contribution. Voilà. Merci. Bonjour, Julie Vignola. Ma question concerne surtout la musique. Dernièrement, le CRTC canadien a accédé à une demande des radios de diminuer le quota de musique francophone. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est possible au Québec, par exemple, si on taxe les GAFA, parce que je suis tellement d'accord avec vous, M. Price, vous n'avez pas idée,
si on taxe les GAFA, est-ce qu'il serait possible d'avoir notre propre CRTC pour faire diffuser nos artistes et protéger leurs droits et notre culture par la bande? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible au Québec? En fait, toute la radiodiffusion, c'est de compétence fédérale. Donc, on ne pourrait pas avoir l'organisme équivalent au Québec. Donc, c'est sûr que les représentations doivent se faire dans ces instances-là pour le moment. Il y a aussi des représentations qui se font à l'OCDE. Oui, mais en fait, quand on dit c'est supranational, c'est sûr que la plupart des pays, en France, ils ont fait certaines interventions, mais ils n'ont toujours pas, il n'y a pas 1 euro encore qui a été récolté de par ces initiatives-là. Donc, il y a vraiment un énorme travail qui doit être fait. Ça demande, des interventions. C'est au niveau politique que ça va se passer. C'est les gouvernements qui vont décider. La France se sert de ça comme un levier, comme une menace. On va le faire si l'OCDE ou l'Union européenne n'avance pas. Ouais. Je sais que c'est fédéral, mais la culture en même temps, elle est pour chaque gouvernement. Ouais. Et là, c'est ça, j'espérais qu'il y aurait possibilité pour nous d'aller chercher quelque chose pour protéger nos artistes, notre culture. Mais en fait, il y a beaucoup, comment dire, on a quand même un écosystème de soutien aux arts au Québec qui est assez complet, je dirais, qui couvre autant toute la formation jusqu'à la diffusion au rayonnement international. Donc, vraiment, et donc, on peut venir en soutien. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que, justement, les artistes qui reçoivent une bourse au moment de la création soient mieux rémunérés pour la création, déjà en partant. Quand ils s'arrêtent pour écrire et prennent 3 mois pour travailler, bien, qu'ils soient déjà rémunérés à une meilleure hauteur à ce moment-là. Ensuite, qu'ils détiennent les droits de ce qu'ils produisent pour aller chercher un retour, en fait, aller récolter les produits de la diffusion, par exemple, de leurs œuvres. Mais au-delà de ce rôle-là, comme je disais, quand il y a des instances qui sont responsables, par exemple, de la radiodiffusion, on ne peut pas arriver avec un système parallèle. Mais les gouvernements, quand ils augmentent le soutien à un organisme comme le Conseil des arts qui soutient les arts ou à d'autres instances comme la SODEC dont on parlait tantôt, bien, c'est aussi pour essayer de mieux encadrer, soutenir cet aspect-là de l'industrie. Mais la législation et aller taxer les GAFAN, ça relève vraiment c'est la compétence du gouvernement, c'est le ministère du Revenu qui va le faire et le CRTC. Je suis désolée de vous donner la même réponse, mais on n'a pas l'outil qui nous permet de faire ça parce que ce n'est pas dans notre champ de compétences. La culture, oui, c'est une responsabilité partagée, mais la radiodiffusion, ça se situe au niveau fédéral. Et le droit d'auteur aussi. Et le droit d'auteur aussi. J'aurais juste envie, par contre, d'ajouter quelque chose qui est un petit peu en lien avec le thème qu'on voyait avant sur la dématérialisation. Le fait que les artistes en musique restent plus propriétaires de leurs œuvres, c'est aussi rendu possible maintenant grâce à la dématérialisation, au fait que à une démocratisation des outils de production. Donc ça fait partie des avantages. On a parlé beaucoup des désavantages tantôt, mais je trouve que ça vaut quand même bien de souligner cet avantage-là. Ça permet à plus d'artistes d'être propriétaires, de rester propriétaires de leurs œuvres en musique, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Effectivement. Oui, puis je trouvais que ça m'a permis de... Thelonious Monk avait vendu ses originaux pour 300 $. Oui, mais c'est ça. C'était fréquent avant, puis je pense que maintenant, les artistes en musique là-dessus sont beaucoup plus... restent propriétaires. Puis, Autre question? Oui, bonjour, Gina Doucet. Moi, je vais vous poser une question au niveau de l'art et les affaires. Alors, on a parlé de mécénat, on a parlé de financement privé. Moi, je pense que pour le monde des affaires, il faut qu'ils se sentent concernés. Est-ce qu'on a déjà, là, je ne sais pas à qui s'adresse exactement ma question, mais a-t-on déjà mesuré l'impact de la vitalité artistique et culturelle d'une communauté sur la capacité d'attrait et de rétention? On parle beaucoup d'attirer de la main-d'œuvre, d'attirer des talents et de les garder. Personnellement, je suis vraiment convaincue que la vitalité artistique et culturelle fait partie de la richesse d'une communauté.
mais ça, c'est ma conviction personnelle. Mais est-ce que ça a déjà été mesuré, ça? Et est-ce que ça ne pourrait pas faire en sorte que les entreprises se sentent plus concernées et impliquées, justement, dans la création de cette vitalité-là? Bonne question. Bonne question. Qui peut répondre? Mais je dirais oui, dans un ensemble, si on veut, d'une région. Qu'est-ce qui rend une région attirante? Ça, c'est certainement un élément. Je n'ai aucune idée si on l'a étudié à savoir quel est le poids de son intérêt. Peut-être, Anne-Marie, vous savez mieux que moi, mais je dirais que c'est un des facteurs. Quand on va vendre la région à quelqu'un qui vient de l'extérieur, je vous dirais honnêtement, ça fait peut-être pas le top 3 ou le top 5 non plus de facteurs, là, mais quelque part en bas, il peut y avoir, puis ça dépend beaucoup des intérêts des individus. Mais moi, je le trouve que c'est dans un ensemble global, c'est un élément essentiel. Maintenant, le pouvoir d'attraction et de rétention, je ne sais pas. C'est plus holistique. Mais on sait que, en fait, on peut regarder les municipalités, par exemple. On sait que les maires et les préfets des MRC aujourd'hui savent que la culture, l'offre culturelle à leurs citoyens, ça fait partie de l'équation s'ils veulent attirer des nouveaux citoyens et les garder. On le voit, nous, on signe des ententes de partenariat territorial sur l'ensemble du territoire québécois et plus on avance dans le temps, plus les investissements des municipalités sont importants. Donc, parce qu'ils savent qu'il faut soutenir ce dynamisme-là. Mais on sait aussi que c'est souvent un facteur qui va influencer, par exemple, une entreprise à choisir de s'établir dans une ville plutôt qu'une autre, parce qu'ils vont choisir, est-ce qu'il y a des bonnes écoles, est-ce qu'il y a une offre culturelle riche, est-ce qu'il y a une belle bibliothèque, est-ce que c'est bien garni, est-ce que je vais pouvoir aller au concert, au théâtre. Et ça, c'est un changement important. Oui, je pense que c'est devenu, parce que c'est tellement compétitif maintenant, donc c'est un des facteurs qui fait partie de la prise de décision, pour être capable aussi de recruter du personnel de qualité, parce qu'il va avoir le bassin suffisant autour. Voilà. Intéressant. Alors, Josée Tremblay, je suis directrice générale du Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Sur cette question-là, je voulais ajouter que c'est effectivement un élément qui est documenté quand on travaille en développement régional. Ça s'appelle l'indice La Florida. C'est un chercheur américain qui a notamment identifié un certain nombre de critères qui permettent de mesurer la vitalité d'un milieu. Et parmi ces critères-là, la question de la création, notamment la présence d'une communauté artistique et culturelle importante est majeure. Ça s'est mesuré notamment dans Silicon Valley, mais dans d'autres régions aux États-Unis qui ont été reconnues pour leur dynamisme particulier. Alors, oui, ça existe, oui, c'est le cas, mais oui, il faut toujours le répéter, comme il faut toujours répéter que c'est une activité économique importante, puis nous, on s'emploie à le faire, mais je dirais aussi, de façon un petit peu plus philosophique, puis je pense qu'il faut se le dire des fois aussi, que la présence des artistes dans une communauté, la capacité de création, la proposition artistique est un vecteur de démocratie et de saine démocratie. Et nous vivons dans une époque où ça, c'est important aussi, où c'est menacé dans plusieurs endroits et où la pensée unique a quand même son importance. Alors, quand on réfléchit à l'importance des arts et de la culture dans une communauté, on réfléchit effectivement à leur importance d'un point de vue économique, mais aussi il faut le faire d'un point de vue social, puis d'un point de vue je dirais, de dynamisme de la démocratie, puis de la capacité des citoyens à participer. Je pense que tous les panélistes vont être d'accord. Est-ce que ça vous amène à une question? Je voulais juste commenter parce qu'effectivement, on en parle beaucoup au niveau économique, mais on le répète pas encore assez souvent aussi, cet aspect-là très important des arts et de la culture. Mais je pense que c'est un point très important qui est soulevé par la dame, c'est que on le voit trop en termes de dollars, il y a tant de ci, puis de jobs, et des affaires comme ça. Mais en réalité, il faut aussi le voir un peu plus intérieurement. Puis comme elle dit là, des choses comme, par exemple, ça veut dire pour moi plus de diversité.
ça veut dire pour moi plus de créativité autour de moi. Les gens, ils n'ont pas toutes les idées qui leur viennent de la tête. Là. Ils regardent, puis « Oh, j'aime vos souliers, puis moi, demain, je vais aller les acheter, vos souliers. » Genre, je vois ces choses-là. Je vois un tableau, ça me donne une idée. Ou j'entends une musique, ça me donne une idée, etc. Alors, il y a ce côté-là. Puis il y a juste un côté aussi de... C'est comme un reflet, je dirais là aussi, de la liberté de notre société. On est libre de produire, on est libre de faire des choses. Juste de se rappeler un peu qu'on vit dans ce monde-là, ça fait du bien. Et donc, ça, c'est comme pour stimuler la société, pour moi, je le vois très fort. Maintenant, ça ne se mesure pas, ça, mais c'est comme une réalité. Je pense aussi, c'est qu'on n'est peut-être pas conscient, mais on a une offre très généreuse. On est habitué d'avoir des théâtres, du cinéma, des expositions. C'est quand c'est pas là qu'on réalise l'importance. J'ai une amie qui est urgentologue puis qui me disait, moi j'ai des journées de fou, mais quand j'ai fini, j'ai besoin d'avoir des activités qui me font oublier mon métier. J'ai besoin d'aller, peut-être pas m'échapper, mais de disparaître. Puis, elle vit en région, puis elle trouve ça plus difficile parce qu'elle n'a pas accès aussi rapidement à de la culture qui va l'aider à passer à autre chose. Donc je pense c'est peut-être difficile de quantifier, mais peut-être parce que justement, on en a beaucoup, on est chanceux, on est choyé d'avoir ça autour de nous. Mais la minute qui n'est plus là, c'est peut-être là qu'on réaliserait peut-être plus la valeur de cette chose-là. Pas au niveau monétaire, mais au niveau de l'impact sur nos vies, en fait. Comment on vit au jour le jour. Intéressant. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, monsieur, si vous avez une question. Laurent Patnaud des Violons du Roi. Une question qui est peut-être un peu dépassée pour certains, puis un peu ennuyeuse même, mais en termes de relation entre les arts et le monde des affaires, pour l'avoir vécu de temps en temps, le rôle de la critique artistique. C'est-à-dire, bon, le critique n'est vraiment plus la cote, mais pour échapper des fois à la tyrannie du clic, à la tyrannie de la popularité, le critique éclairant, vient des fois apporter quelque chose qui fait contrepoids. Il y a des choses qui peuvent être très, très bonnes et très, très belles et avoir une très grande valeur qui ne rencontrent pas leur public pour X raisons, pour toutes sortes de raisons. Et parfois, ça nous est arrivé de convaincre soit un mécène, soit de convaincre un partenaire financier pour dire « D'accord, on n'a peut-être pas les meilleures cotes d'écoute, mais regardez quand même le nombre de critiques, la reconnaissance qui est attribuée à telle chose. » Et d'après moi, le critique peut jouer un rôle, mais son rôle diminue de mois en mois, d'année en année. Le Devoir en a quelques-uns encore, mais ce rôle-là, je ne sais pas comment vous le voyez, tant du côté des affaires que du côté, évidemment, M. Maire, vous êtes bien placé, même des artistes, même si la critique elle peut être très, très négative. Oui, elle peut faire mal des fois. Faire mal. Des fois, on aimerait s'en passer, des fois. Mais je pense que dans l'image globale, un critique éclairé puis qui fait son travail comme il faut peut éventuellement contribuer, je pense, au rapprochement ou en tout cas à la compréhension des univers d'affaires et des arts. Je pense. Absolument. Le croyez-vous? La fonction critique. Moi, je trouve comme artiste, est-ce que vous l'appréciez, la critique? Absolument, je trouve que ça manque. C'est incroyable. La crise du numérique est pour moi moins importante que celle-là. Il n'y a plus personne qui ose prendre part. On a des opinions, mais des critiques éclairées. Des opinions, on en a partout, là, mais des vraies critiques, il n'y en a presque plus. C'est vraiment, pour moi, dramatique. Ouais. Est-ce que vous assistez à une diminution de l'intérêt journalistique en général pour la culture? Est-ce que vous le voyez, ça, comme... J'ai plutôt l'impression d'une diminution de capacité journalistique, au sens où on voit, on le sait, là, on vous parle, on parle au soleil, on connaît les journalistes aussi, là, puis on sait dans quelle difficulté ils sont présentement. Mais c'est vrai que la perte des spectateurs professionnels que nous avions, moi, je pense qu'elle est dommageable pour la pratique. Parce que, tu sais, je veux dire, notre légendaire Jean Saint-Hilaire, là, quand il écrivait, tu le lisais, là, puis quand tu faisais une entrevue avec, il t'apprenait des affaires sur ton show, tu sais, ça fait que c'est sûr que c'était... Non, mais c'est vrai, c'était vraiment un passage très important. Donc, je ne veux pas vivre dans le passé en disant, Jean, au secours, reviens, mais ça a un impact.
le temps qui peut être accordé par le journaliste, la qualité de ses spectateurs professionnels, leur impact aussi dans l'écho public. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est problématique. Toutefois, je ne déplore pas tant c'est beaucoup le bouche-à-oreille qui a pris le relais, mais ce n'est pas complètement négatif aussi que de s'attacher à quelqu'un de sa communauté qui te parle d'un spectacle. Ça, ce n'est pas quelque chose que je voudrais déplorer par ailleurs. Mais c'est vrai que la perte d'influence ou la perte de l'impact des spectateurs professionnels que sont les critiques, moi, je pense que ça fait mal au milieu. Est-ce qu'on a encore une question pour terminer en beauté cet exercice? J'avais dit qu'il n'y aurait pas de conflit ni de débat. Mais les effectifs journalistiques, vous avez raison, là, ils ont diminué globalement au Québec. Nous, chez nous, au Devoir, on a réussi à préserver l'effectif. On va même l'augmenter un peu. Mais compte tenu que ça baisse partout ailleurs, la pression sur les joueurs qui restent est encore plus forte. Et nous, on assure une couverture assez constante en culture. Alors, les gens nous attendent. Si on n'est pas au rendez-vous, ils sont déçus. Ça vient avec un... C'est comme pour Radio-Canada aussi, je pense que c'est vécu comme ça. Les joueurs qui restent ont plus de pression pour faire ce qui Et c'est conjugué avec une multiplication de l'offre aussi, une diversité d'offres. Donc, il y a... on pouvait couvrir 4 théâtres, OK, youpi, là, tout d'un coup, oh boy, il y a du monde. Là. Ouais, on a eu cette question-là en télé. On vit en ce moment un âge d'or de la télévision par les productions numériques. Et on s'est dit, à un moment donné, on ne peut pas ignorer ce que Netflix fait. Netflix a devancé avec des séries originales bien des diffuseurs traditionnels. Donc, le temps que tu consacres à ça, c'est du temps de moins pour la télé traditionnelle. C'est des arbitrages qui sont assez difficiles à faire. Et qui font mal aussi. Ils font mal à ceux qui finissent par être relégués à la périphérie de l'intérêt public. Là. Une dernière question, oui, au fond? Oui, peut-être que ma question nourrira une réflexion pour le chemin du retour et même plus tard. Moi, je suis Diane Blanchette de Diffusion culturelle de Lévis, une petite intruse de la rive sud du fleuve. Ma question est un peu diffuse ou confuse, mais en tout cas, je vais essayer de l'articuler. Ce qui m'apparaît, vous avez dit tantôt, M. Price, qu'il manquait de mécènes, qu'il manquait que c'est toujours les mêmes qui donnent. On pourrait dire aussi que c'est toujours les mêmes qui consomment, excusez-moi le mot, mais consomment les arts. Il y a encore beaucoup d'artistes bashing, pas plus loin que dans notre ville, je veux dire pas plus loin qu'à Québec. Il y a encore beaucoup, donc, de promotion à faire, de sensibilisation, d'éducation. Les liens art et culture sont une voie, probablement, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour qu'il y ait encore plus de gens qui apprécient les arts, qui les fréquentent, qui s'en abreuvent, pour que les politiciens soient aussi convaincus de cela. Il y a encore énormément, pour que les gens d'affaires comprennent à quel point les arts sont utiles, vous en parliez tantôt, dans une ville pour justement attirer de la main-d'œuvre, attirer des résidents. Quels seraient les moyens? La question, je la lance à tout le monde, pour que... On a souvent parlé de la possibilité de faire une grande campagne de sensibilisation à la grandeur du Québec qui valoriserait les effets des arts sur la santé physique et mentale et psychologique de toute une population. Les arts sont partout, mais on n'en a même pas conscience. Il faudrait les enlever au complet pour se rendre compte à quel point... Puis là, je sais que vous êtes aussi convaincus que moi de ça, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait encore plus de gens
qui soient convaincus des bienfaits que les arts apportent. Question très difficile pour conclure la soirée. Ça, comment conscientiser davantage sur l'importance pour notre bien-être collectif des arts? Ça va nous laisser, ce que je disais, ça va nous laisser sur une réflexion pour au-delà du débat d'aujourd'hui. Mais question complexe, puis effectivement, elle va nous amener à réfléchir, mais de manière tentative, est-ce qu'on peut, au moins, à tout le moins, lancer quelques possibilités? On parle de sensibilisation du public, justement, au fait de l'absence de culture, mais jusqu'où on sensibilise le public à la rigueur des artistes? Quand on passe dans la rue et qu'on entend les gens dire « Ah, tu sais, lui, c'est un artiste », en général, ça vient avec... ça veut dire il n'est pas tout là, ou il est dans sa tête, ou il n'est pas dans le concret. Alors que les artistes porteurs de projets sont des gens qui, justement, et là-dessus, on rejoint, je pense, les gens d'affaires, sont des porteurs de projets, sont des gens qui ont une vision, qui exercent un leadership sur des gens avec qui ils travaillent pour porter une vision et pour ancrer une vision dans le réel. Donc, c'est quelque chose qui est souvent pas assez reconnu ou pas assez vu ou pas, même pas conçu parce que c'est pas l'image que les gens ont du rôle des artistes. Puis le processus d'évaluation aussi est un processus extrêmement rigoureux, d'évaluation par les pairs, ce qui fait que ça crée déjà quelque chose qui fait que je ne sais pas jusqu'où c'est connu, ça. Je ne sais pas jusqu'où c'est connu du public, jusqu'où les gens sont au courant. Les sacrifices qu'un artiste doit faire pour oui, amener son art devant le public. De l'évaluation par les pairs, de la rigueur de ce processus-là, de l'exigence de ce processus-là, qui est un filtre qui est quand même... Qui est important parce que, je veux dire, il y a beaucoup d'artistes qui déposent des demandes, mais c'est quand même pas... C'est peu d'artistes qui sont soutenus au final. C'est tout le temps qu'on avait. Je dirais juste une chose, Brian, en conclusion. mais je veux dire une chose, c'est que le samedi soir dernier, j'étais sur la place du Ville, et là, vous aviez, dans ce petit coin-là, vous aviez, pas loin de ça, vous aviez Céline qui faisait son spectacle Centre Vidéotron, québécoise. Vous aviez Véronique Dicker au Capitole, québécoise. Vous aviez le film qui a remporté le Festival du cinéma fait par Thomas Rinfret sur Mad Dog Vachon. Ça, c'est pas mal québécois. Vous avez tout ça autour de ça. Puis il y avait le spectacle sur la place elle-même à l'extérieur. Mais il y avait de la culture dans l'air, là, pas à peu près. C'était vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Je trouve qu'il y a comme... Il y a quelque chose de très positif dans tout ça. Il y avait un très, très bon feeling axé autour de la culture dans plusieurs directions différentes, plusieurs types de produits. C'était comme, wow! On est presque rendu, ou peut-être on est rendu, je ne sais pas, là, mais c'est pas loin. Là, on a des bons ambassadeurs de la culture. Maintenant, il faut en créer d'autres. Mais merci beaucoup pour le temps, la générosité du propos, la sagesse aussi derrière tout ça. Merci aussi à tous nos représentants du public et au Musée de la Civilisation de nous avoir accueillis avec autant d'honneur et dans un décor qui est fabuleux. Merci. On va vous recevoir aussi souvent que vous voulez, M. Bourassa. Merci. Alors, donc moi aussi, je me joins à Brian et à nos invités pour vous remercier de votre présence. Merci donc à tous nos panélistes, Anne-Marie-Jean Ducalque, Brian Miles du Devoir, Evan, j'ai un blanc, voyons, Paul-André, Dan et Jean-Philippe. Donc, merci à vous tous. Merci à la Chambre de commerce d'avoir permis aussi cette réalisation. Le comité Affaires Culture, je salue les membres qui sont présents. Merci, bonne soirée. Restez avec nous pour échanger. Il ne fait pas très beau dehors, alors vous êtes mieux ici à l'intérieur à échanger ensemble avec nous. Merci, bonne soirée. Merci.